Nouvelle année, nouveau challenge. Et on va cette année tous ensemble faire fructifier notre argent parce qu'on vous donne beaucoup de conseils pour en gagner, mais on veut aller plus loin. On va vous aider à faire fructifier votre argent en Afrique, en plaçant sur les marchés africains, donc un investissement de conviction, parce qu'on pense que c'est le plus important, c'est l'action. C'est pas juste de dire je veux aider à développer l'Afrique, mais c'est qu'en fait vous le fassiez et le faire sans prendre trop de risques comme dans des terrains ou trop d'énergie comme dans du Airbnb, dans plein de trucs compliqués. Si vous avez de l'épargne que vous voulez l'investir et la placer pour avoir des retours 2, 3 fois, 10 fois supérieurs au PEL, voilà, au petit plan épargne que tu as que ta banque te donne, on pense qu'il y a bien mieux à faire et on va ramener des experts pour vous aider à le faire avant de monter ensemble un programme dans lequel on sera dans l'action tous ensemble à investir avec des points mensuels. Mais avant ça, si vous voulez en faire partie, si tout ça vous intéresse, rendez-vous le 2 février. Oui, rendez-vous le 2 février parce qu'on va mettre en place ce programme. Ceux qui voudront y accéder pourront. Mais avant ça, comme l'a dit Moulay, on veut vraiment co-construire, vraiment être parfaitement clair sur les inquiétudes des uns et des autres. Donc, on va organiser des podcasts en live où vous pourrez vous connecter, poser vos questions aux experts qui seront avec nous. Ceux qui seront à Abidjan pourront être présents. Mais c'est super important qu'on vous écoute, qu'on entend, qu'on sache vraiment. Parce que nous, on nous a tellement demandé de pousser cette thématique. Nous-mêmes, on va découvrir des choses. Exactement. Et on veut le faire ensemble. Est-ce que tu as parlé du Accountability Group? Exactement. Donc, tous ensemble, on va investir, on va se suivre avec un point mensuel inclus dans le programme. Donc, c'est le moment, si vous voulez déjà avoir un maximum d'informations, inscrivez-vous. Ça va être le 2 février, mais on ne donnera les infos qu'à ceux qui se sont déjà inscrits. Donc, c'est gratuit. Profitez-en. C'est pas toujours gratuit ce qu'on fait. C'est le live qui est gratuit. Exactement. Donc, allez-y maintenant. Inscrivez-vous pour ce live, les épisodes live et posez vos questions le 2 février. Et après, une fois qu'on rejoindra, on construira le programme, là, il y aura effectivement, comme dit avec Kaï, un suivi mensuel tous ensemble. Et plein d'autres choses. Donc, on ira jusqu'à vous donner des ressources. Et encore une fois, on ira dans l'action. Il y aura de l'information, mais surtout beaucoup d'action pour que cette année soit l'année où vous faites fructifier votre argent en Afrique. Toujours l'action. Allez, bon épisode à tous. À très vite. Est-ce que vous pensez que du coup, le fait de savoir que ce qui nous est arrivé ou ce qui nous arrive est arrivé à d'autres, ça fait vraiment une grosse différence? Oui. Ah, moi je le vois trop. Tu partages un témoignage et tu as 100 autres personnes qui débarquent. Mais je te jure. Et je parlais tout à l'heure, le sentiment de honte, parce que c'est un peu ce que tu viens de dire. Le sentiment de honte ronge énormément. Je le vois beaucoup parce que tu sais, ce petit syndrome du vilain petit canard là, on l'a... on le porte chacun parfois sur des sujets très différents, tu vois. Parce que la conformité à la norme dans nos sociétés, c'est une très grosse pression. C'est-à-dire le besoin d'être aligné avec ce que tes parents ont fait, tes grands-parents ont fait, toute la communauté fait, etc., etc. La pression, elle est constante. Si tout le monde va à gauche, tu dois aller à gauche. Toi, tu bifurques un peu vers la droite, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et je trouve qu'on a vraiment... Je sais que c'est pas toujours malveillant, mais en fait, les sociétés communautaires de manière générale, parce que c'est pas que l'Afrique, l'Asie, l'Inde, c'est encore pire, l'Asie et l'Inde, sur certaines choses, clairement. C'est-à-dire que le prix qu'on te fait payer pour quand tu t'écartes un tout petit peu de la norme, il est très lourd. Et on en a tous conscience du prix à payer. Même sans s'être parlé, même on a accepté ces normes-là. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, quand toi, tu sens que tu es le vilain petit canard de ta bande de potes, de ton boulot ou de ta famille, et que tu vois quelqu'un qui, parfois même, était mieux placé, mieux positionné que toi, et qui se retrouve dans des situations comme la tienne, non, forcément, ça te soulage parce que tu te dis, bon, bah, en fait, ça va. D'abord, je suis pas seule, donc je peux partager ma honte avec quelqu'un. Et chaque fois que je partage ces messages-là, le nombre c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un club avec un groupe Telegram pour qu'elles se parlent entre elles. Parce que chaque fois que je partageais un message, il y avait quelqu'un qui me disait, oh, elle vit la même situation que moi, s'il te plaît, mets-moi en contact avec elle. Je passais la moitié de mon temps à mettre les abonnés en relation par DM parce qu'elles se reconnaissaient les unes dans les histoires des autres. Donc, et c'est toujours sur les mêmes sujets. Et c'est ça qui a amené ADN, du coup. C'est ça qui a amené à faire un club privé, parce qu'elles avaient besoin de se retrouver entre elles. Et moi, du coup, elles discutent dans le groupe Telegram. Moi, je parle finalement pas beaucoup, mais je l'ai dit. Très bien. Et chacune vient avec sa situation, et elles sont là. Et dernièrement, elles ont créé un sous-groupe bien-être, où, voilà, certaines par rapport à la maternité, d'autres parce qu'encore une fois, pression sociale, toutes les sœurs sont mariées, sauf moi, j'en peux plus, la pression, etc. Qu'est-ce que je dis, etc. Mais ce côté... entraide,
Ah oui, non, mais ça fait une très, très grosse différence. Ça te retire le poids de la honte. Ça te retire le poids d'être en retard. Comme je dis, ce truc-là aussi du retard, c'est vraiment non, le retard, un sujet. C'est un sujet de la comparaison. Oui. Caï, je pense que toi, tu peux écrire un livre sur ça. C'est un sujet, le truc du retard. C'est-à-dire que je pense que c'est... Je pense que moi, j'avais pas assez de recul jusqu'à ce que vraiment je parle avec elle là-dessus. J'avoue, je reconnais que je pensais que tout le monde, entre guillemets, était un peu comme moi, c'est-à-dire, j'ai mes projets, et en fait, je suis tellement absorbée par mes projets que je n'ai même pas le temps, littéralement, de commencer à m'asseoir pour dire, bon, sur une échelle d'1 à 10 par rapport à tel, je suis où? En fait, je n'ai littéralement pas le temps de faire ça. Mais en fait, c'est à écouter ces femmes-là tous les jours, et je me rends compte qu'en fait, il y en a pour qui c'est un poison. Hein. Non, mais c'est l'activité principale. Poison. Mais parce que je pense qu'aussi, Paola, faut pas négliger qu'à l'époque, il y avait moins de réseaux sociaux aussi. Oui, non, franchement, on a été épargnés par ça. Moi, j'en ai conscience quand je vois des gens juste peut-être 4-5 ans après nous. Oui. Ah non, c'était compliqué. Des gens qui, moi, c'est très simple. Ceux qui, quand ils étaient en train d'être dans la phase fondatrice de leur vie, à imaginer quel métier ils voulaient faire, qui avaient les réseaux sociaux, tu vois tout de suite la différence. Ouais, parce que leur référence sur qu'est-ce qu'ils veulent et pourquoi ils le veulent, c'est entièrement construit sur j'ai vu telle personne. Il y a des gens, ma phrase moi qui me tue, c'est quand on dit il y a des gens qui... Cette phrase-là, j'ai dit c'est qui ces gens-là? Tu les connais? Tu vis avec eux, tu manges avec eux. Non, mais c'est vrai. Tu sais comment ils dorment la nuit. Non, c'est des gens qu'ils ont vus sur Internet, qui ont posté des voyages. Alors Instagram, c'est le même pas qu'ils ont vu sur Instagram. Oui. Parfois, ils vont chez des amis, ils vont manger. Ils voient la maison. Ils voient la maison. Ils voient comment le couple se comporte avec les enfants. Ils disent, ah ouais, mais franchement, c'est pas mal, c'est bien. Je suis d'accord avec toi. Ça a toujours existé. Mais en fait, ce qu'il dit sur Instagram, c'est que c'est puissance 1000. C'est des gens que tu ne vas jamais jamais de ta vie. Mais tu sais où ils étaient en vacances la semaine dernière. La fréquence est plus élevée. Oui. Le matraquage est violent. Que tu as vu à un dîner. Tu vas arrêter de le voir et puis c'est fini. C'est fini. Mais Instagram ne te lâche pas. C'est clair. Surtout qu'en plus, ce qui me tue. L'algorithme est nourri. Donc plus tu regardes, plus ça t'en propose. C'est pour ça que tu es friand et d'ailleurs, on peut peut-être le saluer, Lamine Barreau. Oui, tu dis les entrepreneurs qui ferment des services ou des entreprises. Ne font jamais de témoignage sur ce qui s'est passé, sur pourquoi ils ferment. Il y en a de plus en plus, Dieu merci. Dieu merci. Mais ça, c'est pareil, c'est un autre niveau de shame. Et franchement, oui, c'est la honte. C'est la honte qui fait. C'est la honte. T'as raison, Paola, non, tu vois. Non, la honte, c'est un vrai sujet. Mais c'est ça. Tu sais qu'au final, quand je dis aux gens, la honte de la santé mentale, c'est quand t'es fort mentalement, c'est là où ça se voit. Oui. C'est quand tu es capable de supporter la honte parce que tu es en contact avec tes sensations à toi. Ce n'est pas l'extérieur. Mais donc, tu es fort. Maintenant, oui, mais c'est aussi parce que, alors ce que j'ai pas dit, c'est que l'avantage de la situation que j'ai vécue, c'est que ça m'a rappelé à quel point la vie est courte. En fait, le pendant du je coupe mes émotions, c'est que j'étais vraiment sur en fait, j'ai de la chance d'être encore en train de respirer. En fait, les gens ont tendance à l'oublier parce que, comme je dis souvent, très peu de gens ont affaire à la mort aussitôt de gens aussi proches de cette manière. Exactement. Les gens l'ont souvent quand leurs amis commencent à mourir quand ils ont 50 ans ou 40 ans. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui souvent crée les crises de la quarantaine. Exact. C'est les gens qui voient leurs parents mourir. Oui. Et là, ça, c'est clair qu'il y a un avant ou après quand tu as un très proche qui meurt. Ah, clairement. Si tu l'as vécu. En fait, ton rapport au temps, déjà, est plus le même. Exactement. Ouais, c'est clairement. ça. Ton rapport au temps est plus le même. Ton rapport aux priorités n'est plus le même. À la planification. Moi, le testament, il est sorti quelques années après. Parce que j'ai commencé à dire, mais en fait, je suis là, je fais le malin. Mais demain... Oui. Et ça veut pas dire que moi-même, à une époque de ma vie, j'ai pas pensé à me suicider. Ça que je veux dire, c'est que encore plus jeune, à des moments où j'étais tellement dans un mal-être, ce que je veux dire aux gens, c'est que il y a eu des époques de ma vie, moi en plus c'était les goumins des go qui me mettaient dedans parce que j'étais non, faut le dire clairement. Non mais c'est goumins de go qui te mettent dedans. Non, un goumin de go à 15 ans, le premier goumin que chacun mange là. Moi le mien, j'avais l'impression que je me souviens, en plus si tu écoutes, à l'époque, j'écoutais Boyz II Men en boucle. Oh là là. Ça peut te tuer. Non, t'aimes, tu sais. Non mais c'est ouf que tu dis la référence parce que c'était vraiment Boyz II Men. Non, c'était vraiment Boyz II Men. Boyz II Men, Casey and Jojo. Il te dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Boyz II Men, Crazy in Love, Crazy de Casey and Jojo. Oh, Casey and Jojo, ok. Tous ces trucs-là. Mais ça, c'est des musiques qui te poussent au suicide pour moi. Si tu es dans Gouma, il faut pas écouter ça. En fait, ce matin, j'étais dans la voiture, rien à voir, mais ça me fait penser à ça. J'écoutais une émission radio, je sais pas quelle chaîne, et les gars appelaient pour dire leur chanson préférée. Et puis, il dit, moi, en ce moment, c'est
Le son d'Adjou, là, je sais plus, il dit, comme je sors d'un coma, là, ça me permet de me ressaisir. J'étais mort derrière. Non, mais tu sais que c'est comme je t'ai dit, toi, tu m'as partagé un jour, je sais sur tes réseaux, tu as partagé un jour les stats des gens les plus écoutés sur YouTube en Côte d'Ivoire. Et Fally était bien en haut. Toujours. Ça, c'est là où tu sais que les Ivoiriens sont aigles. Tu vois, toujours. Ça, c'est que les Ivoiriens sont des romantiques. Toujours. Le peuple romantique par excellence. Moi, je vais te dire, si on bifurque rapidement sur la musique ici, c'est très simple. Hein. Allez, 3 choses qui marchent. Les musiques, et on peut faire un pont avec la santé mentale. Exactement. Les musiques d'espoir, je ne sais pas comment appeler ça. Oui, les musiques de résilience. Les Zouglous, c'est quand même les musiques de résilience. Hein. Si tu aimes la galère, tu aimes la galère. Oui, en fait, voilà, les musiques de j'étais dans telle situation, ou alors j'avais des gens qui me jalousaient. Mais ça, c'est dans le monde entier. Non, pas comme en Côte d'Ivoire. Dans la culture hip-hop, en tout cas, dans la culture hip-hop, c'est vraiment ça. C'est started from the bottom, now we're here. C'est toujours... Non, je vois ce que tu veux dire, mais il y a des nuances. Non, ici, c'est quand même... Il y a un penchant ici qui est quand même très spécifique. Alors, à la limite, je veux dire, peut-être pas que Côte d'Ivoire, on peut élargir à l'Afrique francophone, voire même à l'Afrique subsaharienne, parce que les Nigérians adorent ça aussi beaucoup. Les chansons de triomphe. En fait, les chansons il y avait des gens qui me jalousaient, les gens ne voulaient pas que je réussisse. Non, mais il y a une obsession pour la jalousie quand même en Afrique qui m'a toujours fasciné, même d'un point de vue sociologique, hein, la peur de l'empoisonnement, la peur de, tu vois, tu pars à l'aéroport, il faut pas dire que tu voyages, tu vas chez les gens, ne mange pas, la peur du mauvais œil. Et ça, je trouve que c'est quand même un truc qui culturellement joue aussi un tout petit peu sur la santé mentale, parce que je pense, hein, c'est peut-être pas la majorité, mais je pense que par moment, il y a des gens qui grossissent le mal qu'on leur veut et tombent dans une forme de paranoïa qu'ils alimentent eux-mêmes. Mais parce que t'as l'impression qu'il y a des menaces autour de toi. Et tu ne vis plus. Parce qu'en fait, tu es toujours obnubilé. Alors, on n'a pas dit que les gens ne sont pas foncièrement méchants. Oui. Mais il y en a partout. Mais je pense quand même qu'il y a une forme de mesure à trouver. Parce que cette culture-là, dans laquelle le moindre bien, il faut... Tu vois, attraper son cœur, le cacher, le gars, il a gagné le gros contrat, il dit ça va, il dit on s'est débrouillé. Oui, tu vois ce que je veux dire? Donc, cette culture-là. On va pas trop parler. Tu vois, cette culture-là où il faut même pas ébruiter ta joie. Non, c'est toi le boss. Non, c'est toi le boss. C'est toi le boss. Tu vois, cette culture où tu ne veux pas être le boss, là, parce que l'œil que le boss a sur lui, là. C'est ça, c'est-à-dire que même dans c'est terrible, mais j'allais dire, même dans les prières, parfois, j'entends certaines prières et tu vois que l'énergie est plus dépensée sur protège-moi des jaloux que sur Dieu bénis-moi avec de l'abondance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis mais où est la priorité? Les jaloux abat. Oui, les jaloux. Les jaloux vont maigrir. Il faut un peu se détacher de ça et je pense quelque part que c'est malheureusement parce que je l'ai beaucoup vu. Je pense aussi que c'est malheureusement parce qu'il y a des gens et du coup on revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des gens qui ont vraiment j'ai l'impression qu'ils valident leur bonheur ou leur succès par le nombre de jaloux que, entre guillemets, ça suscite. Et donc, on a besoin de cette validation-là. Je vois tout le temps sur les réseaux sociaux. Tu sais que ça, c'est aussi quelque chose qui est poussé sur les réseaux. Tu verras, quand tu vas monter, tu auras des haters. Donc, les gens cherchent même les haters. C'est ce que j'allais dire. Mais et ça, c'est une démarche. Parce que moi, je ne pense pas que j'ai des haters. Enfin, c'est possible. Oh, c'est possible. Non, mais c'est possible. En fait, là que je n'y pense pas. T'as raison. Oui. Mais c'est vrai que je le vois partout. Je me dis, mais pourquoi les gens pensent aux gens qui les aiment pas? Mais c'est ça. Ça va avec le succès. Ah bon? Tu vois? Non, mais que c'est un signe, même, du succès. C'est un signe. Ah oui, c'est un symptôme. Ça réussit quand on te hait. Quand les gens te haïssent. Mais je dis, non, mais justement, tu as 15 milliards de signes auxquels tu peux faire attention dans ta croissance. Et encore une fois, faut pas s'éparpiller. Si tu es vraiment concentré, et tu parlais d'alignement avec soi tout à l'heure, je pense que quand tu es aligné avec toi-même, encore une fois, tu n'as littéralement pas l'espace. Et il faut travailler à ça, hein, parce que c'est... Tu sais, notamment quand tu entreprends, tu sais ce que ça t'a coûté, tu sais ce que ça t'a demandé. Donc, effectivement, tu as un rapport très émotionnel à ton succès, à ta réussite, qui est tel que quand quelqu'un de l'extérieur, qui n'a aucune idée de ce que ça t'a demandé, se permet de faire des remarques, etc., d'un certain style, tu vas avoir normalement une espèce de réaction très épidermique. Et c'est humain, c'est normal. Mais je pense que justement, avec l'expérience, vient une forme de détachement. Ça, c'est un. Et de deux, tu finis par te dire à un moment donné que encore une fois, ton alignement par rapport à ton projet est tel que rien de l'extérieur, en principe, n'est censé le faire vaciller. Mais là, tu rentres. Mais self-awareness again. Et self-awareness, mais surtout, tu vas plus loin. Ça, c'est dans la méditation. C'est ce que oui. Alors, le mot anglais, malheureusement, que je connais, c'est equanimity.
C'est equanimous. Alors, en français, c'est difficile à traduire. C'est ce que moi, j'appelle l'ataraxie. C'est ce que Épicure appelait. C'est ce que beaucoup de gens doivent chercher, en fait. C'est la capacité à ce que, comme tu dis, dans notre vie, il y aura des hauts et des bas. Mais en fait, il faut que toi, tu restes. Ok. Mais c'est pas stoïcisme, du coup? Le stoïcisme, c'est comment tu réagis au bas. En fait, le stoïcisme, la différence entre les deux, c'est que le stoïcisme... Et moi, justement, pour le coup, je suis une stoïque. Voilà. Les stoïques, c'est plus... Les stoïques, c'est plus... Non, mais les stoïques ne s'occupent pas du versant du succès. Les stoïques ne parlent que de l'adversité. Je suis pas d'accord. Non, Sénèque, Marc Aurèle et Sénèque. Marc Aurèle est un peu plus nuancé quand même. Oui, mais de réguler. Oui, c'est ça, réguler comment tu réagis. Oui. Mais ce qui les séparait des épicuriens, attention, et pas des hédonistes, parce que les gens confondent épicuriens et hédonistes, c'est que les hédonistes, c'est ceux qui aiment la vivance. Clairement. Les gens disent, c'est ça, quand ils disent je suis un épicurien. En fait, tu es un hédoniste, tu n'es pas un épicurien. Si tu aimes le vin, le sexe, tout ça, la débauche. La débauche, tu n'es pas un épicurien. Un épicurien, parce qu'Épicure, dans ses livres, il te dit par exemple que lui, il n'aimait pas manger autre chose que du pain ou de l'eau pour ne pas s'habituer à des fastes qui font que le jour où ils ne l'ont pas, il est triste. Effectivement. Donc il voulait... Mais c'est ça les épicuriens ont toujours été dans une forme d'autoflagellation. Exactement. Les épicuriens, c'est pas les hédonistes. Et les bons gens ont mélangé les deux. Ils sont presque même opposés. D'où vient alors la confusion? Tu sais d'où ça vient? C'est que en fait, pour discréditer les épicuriens, les Romains les ont traités d'hédonistes. En fait, c'est les empereurs romains, ils avaient peur que tout le monde... Parce que le problème, c'est un peuple qui ne veut rien. On garde, voilà. Un peuple qui ne veut rien et un peuple que tu ne peux pas manipuler. C'est clair. C'est ça que les politiciens... C'est pas par quel bout les... Et en fait... Ça, c'est ma grosse théorie, d'ailleurs, sur le succès de la bière en Afrique. J'adore ce podcast. On parle de santé mentale à la bière. Non, mais je te vas-y, on parle bien un rapport avec ça. D'accord avec lui. Mais parce que tu vois, tous les... on parle tu vois, là, nous, on a les outils pour analyser. On se dit, mais oui, mais le problème que j'ai, d'autres l'ont, etc. Mais il y a plein de gens qui ont des problèmes qui sont des problèmes de base. Hein. Ils sont persuadés qu'il y a que qui les ont. Il y a que qui l'ont. Donc, quand ils quittent le bureau et avant de rentrer à la maison, tu vois, la bière à 300, à 400, à 500, tu t'assois. Enfin, ça devient en fait une habitude qui leur coûte pas cher, a priori, par rapport à tous les problèmes qu'ils ont. Exact. Ce petit truc de 500, tu vois. Leur met bien. Et après, il y en a, ça part de là et puis ça dérive, tu vois. Ouais. Et sans vouloir te couper. Alors, je le dis vraiment avec toute la bienveillance du monde, hein, mais lié à ce que tu as dit et au sujet de ce podcast, c'est pour ça, pardon de le dire aussi, que la religion fonctionne autant ici. On peut ajouter la musique. C'est ça, l'opium du peuple. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, mais il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises, ils devraient plutôt aller voir des psys. C'est-à-dire que le pasteur a remplacé, fait office de psy de fortune, très souvent, parce que des gens ont des situations qu'ils ne savent pas gérer. Ils peuvent pas gérer. Et qu'effectivement, sur certains points, et la vie spirituelle peut aider, hein, je dis pas que ça n'aide pas, mais il y a d'autres parties sur lesquelles on est dans du pathologique, c'est-à-dire qu'il faut une expertise médicale, mais comme ce n'est pas dans notre culture, on va aller voir la personne qui fait figure d'autorité, et si tu as de la chance, tu tombes sur un pasteur ou un prêtre bienveillant, il saura te dire peut-être les mots que tu as besoin d'entendre. Parfois, tout ce que tu veux, c'est des mots. Il peut t'accompagner des fois aussi. Il peut t'accompagner. Parce que c'est un rendez-vous. C'est une communauté. Il va t'accompagner. Exactement. Donc, ça peut très bien marcher. Malheureusement, si tu tombes sur quelqu'un, par contre, qui n'est ni bienveillant, mais ni équipé. Ni équipé pour, tu vas aller dans les autres extrêmes. Mais ce que tu dis est intéressant parce que là, l'autre jour, j'étais à l'hôpital, malheureusement, là, et je voyais, j'étais à côté d'une dame qui attendait aussi pour voir un médecin. Et donc, elle était là pour elle. Je crois qu'elle avait un problème à la jambe et tout. Elle avait au téléphone une dame en disant « Ah, madame, non, on m'a dit de vous appeler parce que vous connaissez un exorciste pour notre fille qui est autiste. » Oui. En fait, j'étais assis, j'écoutais la conversation. Ouais. C'était surréel. Oui. Elle disait « Oui, elle là, c'est plus possible. Elle nous frappe, elle nous malmène, nan. Il faut que vous nous disiez comment on peut faire pour trouver le bon exorciste pour que ça cesse. » Et alors en fait, c'est juste une manifestation classique de l'autisme. Ce qui me tuait, c'est qu'elle était dans un hôpital. Oui. C'est-à-dire qu'elle aurait dit la même chose au médecin. L'étage d'au-dessus, t'as un psy. Oui. Pour l'autiste. En fait, je sais même pas comment. Et en fait, à un moment, la dame, quand elle a fini de parler, je lui ai dit pardon, madame. Et je lui ai dit, vous savez, j'ai des amis qui ont des enfants autistes qui peuvent peut-être vous aider aussi. Elle m'a dit, ah, merci mon fils, non.
est-ce que vous avez des numéros? Mais parce que l'autisme, là, vraiment, c'est rare. Nous, on connaît personne qui a ça. Et c'est ce que je disais. En fait, c'est que cette dame, c'est ça. C'est même pas qu'elle est méchante ou qu'elle est ignorante. C'est pas malveillant. C'est qu'elle a l'impression qu'en fait, c'est une malédiction. Qui s'est abattue En fait, quand elle... Non, mais c'est ignorante pour le coup. Oui, c'est ça. Non, mais c'est malédiction. Mais c'est l'ignorance qui est pour moi mais aussi... qui est entretenue aussi un tout petit peu. Mais moi, ça me fait de la peine parce que c'est même pas, comment dire ça, c'est pas qu'elle n'a pas voulu chercher l'info. Alors, c'est qu'elle n'est pas paresseuse. C'est ça. Je veux dire, excuse-moi. Elle est ignorante, mais c'est pas quelqu'un de mauvaise volonté. Elle est en train d'appeler des gens pour chercher de l'aide. Donc c'est juste que dans son environnement, la première réflexion, c'est spirituel. C'est spirituel. On lui dit, c'est une malédiction. Et ce qui est terrible, c'est que du coup, elle ne va pas. Elle était à l'hôpital. Je lui dis, madame, vous avez parlé de ça à votre médecin? Il me dit, mais comment ça? Waouh. Et je lui dis, mais. Attends, elle n'a pas pensé à parler à un médecin d'autisme. Non, parce qu'en fait, ce que nous, on a comme logique que l'autisme, la santé mentale, tout est lié. Pour elle, non, parce qu'elle dit, mais ça, c'est pas... Elle dit, mais je pense pas que ce soit une maladie, ce qu'elle a. Oui, parce qu'elle voit maladie en santé physique. Exactement. Oui, en fait, ce qu'elle disait, en fait, c'est quelque chose dont il faut la libérer. Elle voyait pas ça comme étant un état. En fait, c'est pas un statut, c'est pas une condition. En fait, elle le voyait pas comme ça. Je lui dis, bon, madame, je pense que... Mais tu sais, il dit, mais c'est un Libanais, c'est pas... J'ai dit, non. J'ai dit, je vous dis, mes amis qui ont eu les enfants qui ont les mêmes trucs, c'est comme ça, il faut en parler avec eux. Ils ont aussi... J'ai dit, vous faites faire les deux, hein. J'ai pas essayé de la pousser à plus faire ce qu'elle voulait faire. J'ai juste dit, faites les deux. J'ai dit, juste parlez-en au médecin que vous allez voir tout pour votre jambe. Il dit, ah, mais ça veut dire que... Et là, j'ai réalisé qu'elle avait un autre problème. Elle m'a dit, mais en fait, le problème, c'est il faut l'amener ici. Ça va être compliqué. Il dit, comment on va la gérer ici au milieu des gens? On va avoir honte. Et ça rajoutait en fait une autre couche de complexité à son problème. C'était qu'en fait, la honte l'empêchait de chercher l'aide. Donc, appeler les gens au téléphone, elle pouvait parce que les gens ne voyaient pas l'enfent. Mais imaginez que son enfant autiste se retrouve dans une salle d'attente bondée d'un hôpital, c'était trop lui demander. Elle dit, ah, est-ce que les médecins peuvent venir chez nous? J'ai dit, ah, ça, je pense pas. Mais l'exorciste serait venu chez eux. Oui. Mais... Et là, il y a la différence de service. Oui. Ouais. La proximité. C'est ça la différence de service. Pour répondre à ta question, souvent, c'est ça aussi que la religion apporte aux gens, c'est qu'il y a une différence de proximité. Non, clairement. Tu n'as pas... C'est même pas que les gens sont... Je suis même certain qu'il y a des gens qui sont conscients qu'ils peuvent aller voir un psy, mais qui préfèrent voir un exorciste parce que c'est plus discret. Mais la honte, encore une fois. Mais vous voyez, on parle de religion, église, exorciste. et ça me fait penser à un truc, c'est que en fait, c'est comme s'il y avait plusieurs mots, MAUX, et il y a plusieurs cases également de solutions. Maintenant, ça va être ta capacité finalement à connaître, à matcher, mais également quel est l'éventail de mots et de solutions que tu connais, tu vois. Et ça me fait penser à un truc, tu vois, quand tu vas pas bien, enfin, des amis essaient de t'aider, ils vont dire, propose-toi un peu, tu vois. Ils vont dire, ou va prier, ou, tu vois, ils te disent, en fait, les solutions qu'ils connaissent. Exactement. Mais en fait, c'est par bienveillance, mais ils savent pas si ça match. Et je reviens justement à justement le psy là que j'étais voir, parce que dans la même période, je devais, parce que parfois j'aime faire ça, je pars 3 jours à un endroit, tu vois, me déconnecter, etc. et tout. Puis je dis, ah oui, là j'en ai besoin, etc. Tu vois. Mais en fait, en allant parler avec le gars, j'ai pas ressenti le besoin de sortir de la ville pour aller. Je pourrais y aller, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ça comble un besoin. Ça comble un besoin, tu vois. Mais tu ne connaissais pas, en fait, ce truc-là. Tu l'as jamais expérimenté. Parce que tu ne l'as jamais expérimenté. Exact. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les gens soient curieux. Qu'ils expérimentent. Qu'ils expérimentent, qu'ils en discutent aussi avec les uns et les autres. Moi, je pense que on a tous des amis maintenant je sais pas, de 20 ans, 25 ans, avec qui tu as parlé d'énormément de sujets, de plein de choses, mais jamais de ça. Santé mentale, non. Et au-delà de ça, moi, du coup, je vais prendre votre place dans votre propre podcast et je vais vous retourner une question. Mais j'en profite. Vas-y. Les amitiés masculines, de quoi vous parlez réellement? Non, mais tu m'as tendu une perche que j'étais obligée de rattraper. Non, j'en profite. Parce que, effectivement, je m'intéresse du coup beaucoup aux masculinités, etc. Et je me rends compte que, encore une fois, sur la question de la santé mentale, j'essaie de voir quelles sont les initiatives que prennent des hommes noirs pour d'autres hommes noirs. Tu vois, parce que clairement, c'est pas aux femmes de... C'est clair. On a déjà assez de boulot entre nous. Et deuxièmement, je pense qu'encore une fois, je pense que les hommes se sentiraient peut-être plus à l'aise, etc., d'en parler. Enfin, c'est ce que je pensais. Et puis, plus je creuse le sujet,
Puis je me rends compte que même entre hommes, il y a une forme quand même un tout petit peu de complexité dans vos amitiés ou dans les choses que vous vous autorisez, entre guillemets, à vous dire les uns les autres. Vous avez le compartiment comme les femmes aussi, hein, c'est-à-dire mon pote du foot le samedi matin, mon pote pour aller clubber, mon pote quand j'ai des problèmes d'argent, mon pote avec les go. Enfin voilà, il y a pas de problème. C'est une belle cartographie. Mais alors, je lis les témoignages, etc. sur des plateformes masculines et je me rends compte que même entre vous, la honte en fait. C'est-à-dire même entre vous, la peur du jugement. Et elle va même je trouve, dans des cercles amicaux masculins où, en principe, vous êtes censé être quand même comme ça. Donc, je me dis, mais en fait, du coup, sur quoi sont basées vos amitiés? Parce que si cette peur de la vulnérabilité, puisqu'il faut dire le mot, elle est même entre vous, avec qui vous vous autorisez à être vulnérable, en fait? Mais tu sais, il y a déjà un truc, c'est qu'il y a effectivement... Sur certains points, peut-être, il y a le sujet honte. Oui. Mais en fait, il y a énormément de points où on n'y pense même pas, pour de vrai. C'est ce que je suis en train de vous dire. En fait, les mecs n'arrivent pas à accepter ça. C'est juste que, en fait, pendant toute notre vie, on nous retire ces sujets de notre tête. Ok, alors, donnons un exemple concret, alors, pour illustrer ma question. Disons, un de vous deux se retrouve dans une situation financière très, très, très mauvaise. Mais vraiment mauvaise, hein. Je dis pas la petite passade, vraiment broke de chez broke. D'accord? La détresse que vous allez sentir dans cette situation-là. Alors, première question, est-ce que vous la sentez? Non. Vous ne la conscientisez même pas? Non. Non. C'est-à-dire que là, oui, à titre personnel. À titre personnel. C'est-à-dire que toi, tu réalises, je sais pas, ta boîte va fermer, je sais pas, t'as un procès qui machin, ta femme te quitte, t'es divorcé par avec tes enfants. Est-ce que tu la sens, la détresse ou pas? Moi, jusqu'avant que je voie mon psy, non. Ok. Vas-y, continue. Ok, donc tu ne la sens pas. Bon, tu réponds à ma question parce que ma question suivante, c'était du coup, quand tu la sens, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La différence, c'est que ce que je pense que Kai veut te dire, c'est que moi, de mon expérience, pour avoir parlé beaucoup avec les meufs, les femmes, vous avez réussi à créer un truc où, dans vos amitiés, inclut parler de vos problèmes. Oui. Nous, nos amitiés incluent parler de nos solutions. On parle souvent de la tribu Telegram et souvent, les gens nous entendent parler de personnes, de ce qui se passe dedans. Mais si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce groupe et qu'est-ce qu'on a pour ces 150 € par an, en fait, on a un petit résumé hebdomadaire maintenant fait par notre super team Gazette SOA que je vous laisse écouter. Et après ça, n'hésitez pas à vous abonner à la tribu. C'est dans la description juste en bas. À très vite. Cette semaine, dans Inside SOA Tribe, dans la rubrique Open Discussion, le classement du African Talent Awards est jasé, la tribu, notamment par rapport à la légitimité de certains nominés. Dans la rubrique chez Iskengi, Marcel nous partage un site ultra documenté sur les habitudes de consommation digitale. En même temps, Baba Moussa nous partage une révélation, une trouvaille, notamment François Kéré, le Burkinabé, prix Nobel de l'architecture en 2020. Dans la rubrique Congosa Business en Thaïlande, c'est gâté. Une femme risque la peine de mort après la plus grosse arnaque du siècle. Merci à notre reporter terrain, Amina. Au niveau des actualités de la tribu, Gaï sont de la tribu notamment par rapport aux questions à poser à Paola et la tribu est invitée à Abidjan pour le spécial épisode parentalité de 14 Texans. Au niveau des membres, il les admis à l'ESSEC après avoir fait un atalako à la tribu State of Africa. Elle a sorti son livre recueil de poèmes et la tribu fait son atalako. Pour savoir de qui il s'agit, rendez-vous jeudi. Le profil de la semaine, il est franco-togolais. Il a plus de 10 ans dans le domaine de la data. Il vend des whisky d'exception pour les connaisseurs, rien que pour les connaisseurs. Il possède une application de location de voitures entre particuliers. Pour savoir de qui il s'agit, rendez-vous jeudi. Chaque semaine, de nouvelles opportunités pour vendre ensemble. À très bientôt. Donc en fait, il n'y a pas la place. En fait, les mecs, souvent avec qui on parle de comment t'aider. On parle pas de comment tu te sens. En fait, you don't vent. Non. En fait, c'est même pas une question. C'est-à-dire que tu n'appelles pas ton pote juste pour, entre guillemets, vider ton sac. Ça, tu meuf. Non, mais attends. Mais là, n'exclut pas l'autre, hein. Non, mais ce que je veux dire, on peut appeler pour se vider,
Et ensuite, maintenant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a d'abord la première étape de j'ai ça sur le cœur, il faut que je me vide. Franchement, les mecs, vous ne faites absolument pas ça. Mais ça peut arriver comme ça, tu vois. Non, mais quand ça arrive, tu dis ah ouais, mais c'était, tu vois, tu dis c'était bien, tu vois, mais c'est quand ça arrive, en plus c'est un hasard. Mais Paola, les discussions des mecs, c'est sur les solutions. Quand nous on appelle un pote, c'est on cherche une solution. Pour répondre à ta question, je suis broke, j'appellerai mes potes que je pense qu'il y a une solution. Je vais pas. C'est-à-dire que tu appelles ton pote, tu lui dis voilà la situation, tu t'attardes même pas dessus direct. Il va te dire ah ouais, chaud, bon voici ce que je peux faire, c'est réglé. Oui, en fait, tu vas pas à quelqu'un juste pour lui expliquer ta détresse. Non. Enfin, juste pour ça. C'est-à-dire, on verra pas l'intérêt. Ah oui, interesting. OK. Tu vois, à la limite, peut-être si pour le coup, si tu as une complicité avec ta femme, tu vas plus le dire à elle. Tu vas lui dire à elle. Mais tu vas pas appeler ton pote pour dire ça. Appeler ce qui est sain d'ailleurs. C'est ça. Il y en a qui en parlent même pas à leur conjointe. Tu vois, oui, c'est ce qui est ça. Mais justement, pour moi, c'est lié. C'est-à-dire que si tu n'as pas déjà cette habitude d'extérioriser ton problème, et qu'en gros, tu considères que tu n'en parles que si tu l'as réglé, d'ailleurs, si tu en parles, en fait, bah, en fait, si tu ne sais pas gérer ça, c'est ça qui donne aussi des hommes qui finissent dans des dépressions incroyables. Mais c'est pour ça que les hommes plus que les femmes. Oui, voilà, on dit la même chose. C'est pour ça qu'il y a plus de suicides chez les hommes. Mais tu vas ajouter aussi le truc, impopulaire, et tu vas pas aller écrire... les hommes ont aussi la charge mentale, etc. Et tout, non, mais parce que vous en avez une énorme de charge mentale. Mais ce que je veux dire, c'est personne ça nous apporte rien. En fait, de vous dire revendiquer ou quoi, ça nous apporte rien du tout. En fait, les mecs, on est très... Ça, c'est un truc qu'il faut jamais oublier. D'ailleurs, c'est tous les conseils que tu donnes les gens dans les relations de couple avec les femmes. La première chose qu'un mec doit accepter, c'est qu'en fait, vous voulez pas des solutions. Alors que nous, on est socialisés entre nous. Mais d'ailleurs, même les femmes te le disent. C'est-à-dire que te disent, ouais, j'ai eu ça, et puis tu trouves une solution, et tu vois que elle veut pas ça change rien. Non, mais parce que c'est une question de, parce que c'est du time. C'est parce que c'est le timing. Parfois, il faut juste écouter d'abord, juste écouter. Mais nous, on sait pas faire ça. Mais tu as bien remarqué que c'était pas un truc naturel, toi. Non, oui, mais j'avais remarqué, si tu veux, dans l'exemple que tu as donné, dans un rapport homme-femme, où j'ai très bien compris qu'on n'avait pas le même rapport à la chose. Mais je disais maintenant, entre vous, c'est la même chose. Ma question, c'était comment vous manifestez l'appel à l'aide, en fait. C'était ça mon point. Parce que si tu demandes des solutions, un appel à l'aide d'un mec... Je suis d'accord, mais ma problématique, encore une fois, c'est que pour moi, pour que tu en arrives déjà... Tu vois bien que quand tu as un problème... Ta réaction, prenons un petit garçon qui se cogne, tu sais le petit orteil, comment quand ça se fait mal. Ça fait mal, oui, c'est ça. Est-ce que quand tu t'es cogné le petit orteil là, ta première réflexion n'est pas, mon Dieu, il faut que j'aille mettre un glaçon dessus. Tu as d'abord, purée, ça fait mal. Oui, mais... Donc ce que je veux dire, c'est que entre hommes, c'est ma question, c'est une question ouverte. Quand vous avez une situation qui vous dépasse, même quand vous réfléchissez à la solution, je pense que vous avez quand même un moment besoin d'abord d'accuser le coup. Et donc, mon point, c'est de dire, mais ce truc-là, d'aller demander de l'aide, ça demande déjà que tu aies d'abord toi-même accusé le coup, digérer la chose, sauf que tout le monde ne digère pas ça de manière saine. C'est ça mon point, en fait. Donc, comment tu fais? Ce que je suis en train de te dire, c'est que nous, on est éduqués pour passer le plus vite possible à la mais quand il dit éduquer, même, tu parles même de produire notre environnement. Mais oui, c'est ça. C'est même pas une question de c'est même pas les parents. Mais en fait, c'est difficile même de répondre. Parce que c'est comme, je sais pas, c'est comme un logiciel. Mais ce qui est terrible, c'est que... Mais vous voyez, je vais en venir. Donc, vous voyez ce que j'essaie de demander. Mais ce qu'on est en train de te dire, c'est que ce que tu demandes, c'est même pas quelque chose qui est chez nous. Parce que là, depuis, j'essaie de trouver un exemple où justement... tu t'es arrêté pendant 2 minutes et tu as essayé de... mais tu vois, non. En général, chez les mecs, ce qui se passe, ce qu'on arrive à développer, c'est on cherche une solution et après... Quand on l'a trouvé, on apprend à aller chercher comment on se sentait. Mais notre premier réflexe, on n'a pas forcément été tout de suite. Une fois que tu as appris, tu apprends consciemment à te dire ah mais merde, en fait, il faut quand même que j'intègre. Ou alors, ce qui peut arriver, c'est tu lances le sujet, mais sans forcément en fait faire sur un sujet qui est personnel. Voilà. C'est-à-dire que tu lances ce débat-là, tu vois, sur ce sujet-là, tu vois. Et c'est ça que je trouve quand même incroyable de le faire même dans des cercles où tu es censé être quand même safe, c'est-à-dire avec tes gars, quoi. C'est pas un problème. C'est pas qu'on a... C'est que, alors, par contre, là, après, tu as utilisé le mot énorme détresse. Oui. Où là, moi, j'ai dit, ah bon, je sais pas, peut-être, tu vois, situation, par exemple, par rapport à la mort.
tu perds un proche, tu perds un parent, enfin, tu perds un enfant. Voilà, tu perds ton enfant. Comme... Tu vas me dire, il y a le deuil avec par exemple, la conjointe ou la mère de l'enfant, mais ça, c'est une chose. Toi, maintenant, in your own safe space, avec tes gars, comment ça se manifeste? Moi, pour avoir connu qui ont vécu ça, je pense pas que alors moi, il y a un truc qui s'est passé quand même. Parce que j'ai un ami qui a perdu sa sœur. On était assez jeunes. Et je me souviens, quelques années plus tard, il y a une fille qu'on connaissait qui a perdu ses parents dans un accident de voiture. Et mais je la connaissais de la fac, mais pas tant que ça et tout ça. Et puis je lui ai dit, je sais pas trop quoi lui dire. Et il m'a répondu avec tellement non, il m'a répondu de manière tellement spontanée. Et j'ai compris que lui, ayant vécu ça, il savait de quoi il parlait. Il m'a dit, dans ces cas-là, toute compassion est bonne à prendre. Bienvenue, oui. Donc, du coup, depuis, c'est ce que j'applique. C'est-à-dire, quand ça arrive à quelqu'un, je ne vais pas attendre qu'il vienne, je ne sais pas, s'appuyer sur son sort. Surtout si c'est un gars, je ne pense pas qu'il... Non, il ne va jamais le faire, il ne va pas le faire. Mais par contre, je vais avoir la démarche d'aller vers la personne, tu vois, pour apporter cette partie de compassion. Après, effectivement, je ne sais pas s'il a besoin de plus de ma part à ce moment-là, tu vois. Mais comme aussi, il ne va pas le manifester de toute manière. Non, il ne va pas le manifester non plus. Non, il ne va pas le manifester. On revient à ça. Je vais te dire un truc très simple. Quand mon meilleur ami est mort, parce que j'ai l'exemple concret pour répondre à ta question. Les mecs, bon, les meufs, c'était... moi, ça me faisait chier. Parce que les meufs voulaient que je parle. Elles venaient pour me parler. Ce qui me faisait chier parce que franchement, j'avais rien à leur dire. Elles me posaient des questions et je finissais par leur expliquer praticalement ce qui s'est passé. Et le choc était tellement grand pour elles qu'elles partaient sous le choc. Bien sûr. C'était suffisant pour les calmer. Ce que j'ai remarqué des mecs, c'est que souvent, il y en a certains qui m'ont dit « Ah, c'est grave, je suis désolé, mes condoléances, qu'est-ce qui s'est passé ?» L'essentiel du focus était « Comment je peux t'aider ?» C'est-à-dire que les mecs, l'effort était... Il y en a qui sont venus m'aider à nettoyer chez moi. Parce que, évidemment, chez moi, c'était détruit. Il y en a qui m'ont dit, est-ce que tu as besoin d'aide pour les courses? Est-ce que tu as besoin d'aide pour ça? Donc, en fait, le réflexe premier masculin va être... Solidarité. Ouais, ils vont essayer de te... Et surtout, je vais aller très loin. Là, il y en a aussi beaucoup qui essaient de te changer les idées. Ça, c'est un réflexe de mec. C'est-à-dire, je sais pas pourquoi je sais que les meufs trouvent ça très bizarre quand on fait ça. Mais non, les meufs aussi font ça, je pense. Oui. Mais moins rapidement que les c'est vraiment, genre, le truc t'arrive, la semaine d'après, ça te propose d'aller en soirée. En fait, c'est-à-dire que... Non, mais je suis désolé, mais là, je te parle du réel. Non, mais Kaï, je sais pas si t'as déjà eu le cas, mais moi, les gars, tu es en goumin, la solution de tes gars, c'est de t'envoyer draguer d'autres go. Ouais, exactement. C'est la solution. Ouais, les femmes, elles disent quoi? Non, les gourmands des go, on va faire soirée, on va manger des glaces, on va regarder un film. Nous, on est dans la chaise. On va rester au téléphone pendant 15 ans, on va mal parler du gars. Mal parler du gars, c'est ça. On se défoule en fait comme ça, mais vous, c'est direct, on s'appuie pas, on avance. On a une solution. C'est-à-dire que les gars, je te dis, pour avoir été un goumaïste en série, les gars, c'était... Quel est le next step? On te trouve d'autres prospects. Les gars te remplissent ton pipe. Mais cette go-là, d'ailleurs, c'est comment? Ça fait longtemps. Viens, on va là, on va faire ci. Non, mais tous les gars que je connais, je vois qu'ils ont des moments comme ça. Pour te répondre, la réaction de la société masculine, tu la reconnais quand les gars essaient de te faire sortir de ça. Ils veulent que tu avances. C'est pas forcément sain. Parce que des fois, ça vient trop vite. Mais c'est juste que c'est notre... Mais tu l'as vécu aussi, ça, oui. Tu as eu l'épisode divorce. Oui, voilà. Ça, divorce, c'est la même chose. C'est-à-dire que divorce, tu crois que les gens... Ils se demandaient pas, mais du coup... Comment tu vis? Comment tu te sens? Est-ce que t'es prêt, même? Non, les gars, il y a la Sunday. Voilà. Les gens m'ont amené à la Sunday direct. Il y a des... Non, mais vraiment. Et c'était agréable. Je veux juste que tu réalises que pour un mec, ça fait plaisir. En fait, je sais que tu te dirais... Mais après, c'est vrai que ça, peut-être qu'on manque de certains outils. Moi, tu me parlais de gros traumatismes. Il y en a un des plus gros qu'on a vécu chez Totem. C'est un employé qui a perdu son fils de 1 an via une erreur de la nounou. Oh, mon Dieu. Terrible. Et j'ai été le premier appelé à aller à l'hôpital. C'était vraiment terrible. Et puis après, j'ai dû réunir toute l'équipe pour annoncer ça. C'était forcément, on pleure tous.
Et derrière, après, donc, à la reprise, quand il revient, bon, on a été voir la famille, etc. Quand on revient, tu sais pas forcément comment réagir. Oui, aborder la personne. En fait, tu dis, ouais, mais ça se trouve là, il revient trop rapidement, etc. Tu vois, donc tu as pas forcément les outils, surtout que il y a le côté, en plus dans certaines régions, je pense que ça existe partout en Afrique, quand tu perds ton premier enfant, on dit tu dois surtout pas pleurer. Oui, ça c'est un truc qu'on dit, ouais. Tu vois. Ça, Paola va évidemment pas apprécier. Écoute, il faut surtout je vois d'où ça, je comprends d'où ça vient ou le mindset derrière, mais encore une fois, tu sais, les chocs émotionnels, comme on les voit pas malheureusement, et je pense qu'on est vraiment sur le continent du matériel. Tu vois, il faut que les choses soient visibles, sinon, voilà. Et ce qui est très drôle, parce qu'en même temps aussi, on est très croyants sur tout ce qui est spirituel, le monde immatériel, etc. Mais on néglige beaucoup l'impact des chocs spirituels. Et j'arrête pas de dire aux gens, mais si ton esprit est une espèce de machine, t'imagines, on passe une vie entière à prendre des booms, des uppercuts, et en même temps, à l'extérieur, on te dit, en fait, la vie est dure, donc reste debout et puis continue à absorber les coups et continue à avancer. Et comme je dis, sur cette partie-là en particulier, je trouve que les hommes sont encore moins bien lotis que les femmes. C'est pour ça qu'ils se tuent plus. Oui. C'est pas compliqué. Nous, on a réussi quand même. Et même si j'ai envie de le dire, ça part un tout petit peu quand même d'un biais un peu sexiste, qui est de dire, bon, les femmes, de toute manière, c'est des chieuses, c'est des chialeuses. Donc, laissez-les. En gros, si elles piaillent, si elles ont besoin de se retrouver entre elles pour chouiner, c'est leur truc. Alors, ça part d'un biais sexiste, mais quelque part, ça nous sert parce que Dieu merci, au moins, on peut s'entraider. Les hommes, comme vous n'avez pas cet espace-là, cette latitude-là, parce qu'il faut en permanence être dans la force, dans le truc. Et la force, c'est bien. Mais encore une fois, la force ne peut se nourrir ou ne peut se régénérer que si à un moment donné, on lui laisse un peu le temps et l'espace pour. Et donc, quand tu racontes ce que tu dis effectivement, je comprends, on n'a pas les outils, on n'a pas le vocabulaire, et la manière dont nous, on procède entre hommes, c'est qu'on te laisse pas trop végéter trop longtemps. Il faut absolument qu'on te tire de là. Le postulat de départ qui est de te tirer de là est bon, c'est ce qu'on veut. Mais par contre, est-ce qu'on te tire de là de la bonne manière? Et effectivement, je suis désolé, le timing est important. Est-ce que tu as un choc lundi, mardi, on t'emmène en boîte de nuit? Point d'interrogation. Non, mais en fait, il faut que tu vois aussi que, comme tu disais, la société a aussi fait ça parce qu'il faut se rappeler. C'est juste qu'on est dans la première époque où il n'y a pas de guerre. Oui, je suis d'accord. En fait, ça n'a pas de sens. Oui. Normalement, la plupart des hommes. Vous n'aviez pas le temps même de vous apitoyer sur votre sort. C'est ça. Fallait aller vous faire vous trucider sur le champ de bataille. On va à la chasse ou on va à la guerre. Exactement, je suis d'accord. Là-bas, il n'y a pas la place. En fait, tout notre système était conçu. Comme ça. Et même si tu regardes biologiquement, tu regardes que les hommes même, la réaction en termes d'hormones n'est pas la même. Exactement. Notre réaction en termes d'hormones nous pousse à l'action. C'est ça qui nous rend plus agressifs. C'est ce qui fait que la plupart des mecs, c'est eux qu'on envoie dehors pour aller chercher la graille. Exactement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que nos parents ont été soit entourés peut-être de militaires, soit enfants de militaires, soit ils ont connu des troubles vraiment très profonds. C'est pas... Enfin bon, il y avait des... Nous, on est la vraie première génération de l'abondance. J'ai envie de dire même de la surabondance un peu sur certains points. Et pour revenir là-dessus, c'est un point qui est important parce que j'ai regardé un épisode de Diary of a CEO du coup sur la dame justement qui traite les addictions. Et elle expliquait qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce que tu décris là de justement avoir ce sujet de... En fait, notre corps, il est conçu pour survivre dans un monde de rareté. Alors qu'aujourd'hui, on doit apprendre à opérer dans un monde d'abondance. Donc en fait, le stress est le mécanisme qui nous crée tous ces problèmes. Parce qu'il y a deux effets dangereux avec le stress, c'est que d'une part, les plaisirs qu'on a aujourd'hui sont trop forts et trop faciles. Il n'y a pas d'effort associé. Par exemple, pour avoir de la bouffe aujourd'hui, ça demande tellement peu d'efforts par rapport à nos parents que en fait, le décalage est tellement faible qu'en fait, ton corps est habitué à des stimuli instantanés. On ne sait plus rien gérer dans la friction. Or, la friction, c'est là où c'était triste, c'est que la friction qu'on a retirée était aussi là où ton corps va réguler complètement. Et c'est pour ça que, par exemple, on dit de faire plus de sport. Parce qu'au final, quand tu fais du sport, ton corps, lui, à ce moment-là, il régule tout ça. L'effort que tu as, la douleur que tu as, te permet de réguler. Et derrière, ton esprit reprend le contrôle.
Parce que tu restes dans le moment et dans la sensation. Par exemple, c'est pour ça que si tu regardes, beaucoup de mecs, c'est en faisant du sport qu'ils gèrent leurs émotions. Exactement. Parce qu'en fait, c'est le seul moment où un homme est autorisé à se concentrer sur sa sensation. Et je dirais même de manière générale, puisqu'il faut donner des pointers et des solutions aux gens sur la santé mentale, le sport, hein, franchement. Ça aide beaucoup. Ça aide énormément. Mais d'ailleurs, Ola, et toi, c'est quoi qui te stresse Finalement. Voilà, le gars est chaud, ça y va. Tu veux que je te dise, aujourd'hui en 2025, j'ai envie de toucher du bois, hein, mais j'arrive même pas à trouver une chose qui me stresse. Mais sur 2024, il n'y a pas eu... Ah non, en fait, je te dis, ces 2 dernières années, j'ai littéralement travaillé à réduire tout ce qui me stressait. Donc, on peut en parler peut-être au passé. J'ai travaillé à réduire ça parce que moi, encore une fois, c'est lié à ma santé. Est-ce qu'il y a un truc particulier là que tu as... Enfin, quand tu l'as coupé, c'était plus une source de stress. C'était plus une source de stress. 2 choses, comme tout. Hein. D'abord le travail, j'ai dû revoir mon approche du travail. Oh, intéressant. Oui, j'ai dû revoir. J'étais une workaholic et j'en étais même très fière pendant une dizaine d'années. Non, mais non, j'ai revu ça. Et maintenant, tu es hédoniste. Ah non. C'est une Soïcienne. Alors, je sais pas au loup. Non, je suis pas une hédoniste pour le coup. Non, je suis vraiment dans alors très cliché. Je suis pas quelqu'un qui croit beaucoup à l'astrologie de manière générale, mais il se trouve que je suis balance et qu'en fait l'équilibre chez moi c'est devenu un truc obsessionnel quasiment maintenant. Donc moi tout est dans la mesure et dans l'équilibre et dans la nuance. Mais sur le travail, j'ai dû revoir les horaires. J'ai dû revoir à quel point en fait, si tu veux, j'ai appris à avoir des garde-fous. Je pense qu'on en a tous, mais qu'on les écoute pas forcément. Ou on apprend à les ignorer. Donc, c'est comme une espèce de bruit de fond comme ça. Moi, maintenant, ça sonne très, très, très fort dans ma tête. Donc, si je commence à voir que en faisant une tâche spécifique, je suis énervée très régulièrement, que l'anxiété, les crises d'anxiété qui reviennent. J'ai des trucs comme ça. Si je vois ça apparaître, je me barre. Je me barre. Je ne pose pas de questions. Je me barre. Que ce soit dans le boulot, que ce soit le nombre de missions que j'ai refusées, justement parce que j'avais déjà anticipé. Non, j'ai dit non. Je crois que je dis plus non que oui ces derniers temps, mais c'est parce que je m'épargne et je me préserve, parce que sinon, je sais. Avant, la hustleuse, l'entrepreneur voyait le challenge, mais j'étais là, je retroussais les manches, mais oui, je vais pas dormir, tout ça c'est fini. Ah non, si ton truc va me coûter mon sommeil, ma tranquillité, non, pardon, ça va. Et ça a été un gros travail. Mais parce que tu dois te parler à toi-même. Tu sais que c'est comme une bataille contre soi. Comme pendant 10 ans, t'étais une espèce de sprinteuse, tu vois, où tu vivais au challenge, à l'adrénaline et à truc, et que maintenant, quand tu vois un truc, au début, mais j'étais quasi schizophrène, quoi. Tu sais, je recevais l'offre, j'étais là comme ça, comme une morphale devant l'offre, qui m'appuyait sur oui. Après, je me parle à moi-même, je dis bon, je rabats l'ordinateur, je dis bon, meuf, sors, va boire un verre. Réfléchis, laisse passer une nuit, reviens le lendemain, et le lendemain, je me dis non, ça s'aligne pas avec la direction que je suis en train de donner, je vais dire non. Et c'est mal parce que d'abord, je disais non à l'argent. Il y a d'abord ça, faut dire les choses. Je disais non à de l'argent. Donc j'étais là, mais meuf, qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai dit non, mais c'est un choix. Et après, progressivement, c'est devenu une habitude. Donc déjà sur ça, sur le travail, apprendre à dire non. À soi-même déjà, aux vieux réflexes que j'avais, le sommeil, c'est crucial. J'ai dû revoir mes méthodes de sommeil, comment je m'endors, ce que j'écoute avant de m'endormir, etc. Mettre une petite routine en place. Ouais, la routine pour m'endormir. J'ai dûu revoir aussi. Tu as parlé un peu des réseaux sociaux souvent. Oui, alors les réseaux sociaux aussi, alors énormément, parce que en fait c'est très bête. Hein, c'est quand tu passes 10 heures par jour, cumulé, hein, pas 10 heures comme ça, tu ne fais rien, mais 1 heure là, 2 heures là, 1 heure là, machin. Si tu passes quasiment la moitié de ta journée devant ton feed, que tu le veuilles ou pas, ça t'influence. Peux-tu exposer quotidiennement aux idées des gens, à leurs a priori, à leur contenu, enfin, tout ça, même si mentalement, tu as toute la force du monde, il y a des petits trucs qui vont s'insérer, il y a des trucs qui vont fissurer un tout petit peu ta réflexion sur tel sujet. Et c'est pas toujours négatif, hein. Il y a des moments, c'est bien, je veux dire. Mais le pire, c'est que tu le fais par réflexe. Enfin, tu t'en rends même pas compte. Tu t'en rends pas compte. Mais justement, moi, maintenant que j'ai justement mis ces garde-fous en place, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai commencé à réaliser qu'en fait, quand je passais un peu trop de temps sur Twitter, mais en fait, à un moment donné, j'étais sur les nerfs.
Mais c'est pas pourquoi, mais parce que mon algorithme ne me montrait que des imbéciles. En plus, toi, ça touche l'actualité. Bah voilà, alors t'imagines. Donc du coup, je rajoute un autre truc que j'ai rajouté. J'ai coupé la télé. Depuis 3 ans. Donc mon écran sert à regarder ce que je décide de regarder et pas ce que les programmes télé m'imposent. Donc ça déjà, ça m'a énormément aidé. Comme je dis vraiment, pour moi, YouTube c'est la meilleure université qui soit. Depuis que j'ai repris le contrôle justement sur mon feed, je décide de ce que je regarde et comme l'algorithme de YouTube est vraiment hyper efficace, du coup ça me suggère toujours des choses en lien et qui sont pertinentes. Donc aujourd'hui, je me suis documenté sur des sujets où, outre mesure, si j'avais pas pris cette décision-là, j'aurais jamais appris dessus. Donc, clairement, je pense qu'il faut reprendre la main sur ces feeds. Très important. Décider. Oui, c'est vous qui nourrissez l'algo. Même s'il est biaisé par les gens qui l'ont conçu, c'est vous qui décidez à la fin. Et du coup, ça demande aussi, comme avec le fait de dire non à de l'argent, ça demande aussi parfois de résister à la tentation de réagir. Exactement. Et ça, c'est dur. Parce que tu vas avoir des trucs qui vont te trigger. Oh my God. Là, tu te dis, mais non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas vrai. Mais vraiment, j'ai des moments. Il y a une petite appli. Les applis que je trouve hardcore, c'est celles qui te bloquent ton réseau social sur certaines plages horaires. Mais sinon, il y a un truc, je pense que j'ai pas encore essayé, qui doit forcément bien marcher. C'est qu'il te propose juste de, quand tu appuies sur Insta, il compte 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, tu as le temps de dire, en fait... j'en ai pas besoin, je ressors. Je ressors. Tu vois, juste ce petit moment-là. Juste ce petit moment, tu vois. Parce qu'en fait, parfois, tu appuies... Tu te souviens même pas... C'est par automatisme. Tu dis, et 10 minutes après, je dis, mais à quel moment je suis venu ici? Voilà. Et 2 heures plus tard, t'es encore dessus. Et Alex Hormozy, lui, ce qu'il fait, il utilise un autre outil que moi j'utilise. En journée, quand je suis pas détendu, je passe tout en nuances de gris. Quand tu mets sur iPhone, tu peux appuyer 3 fois. Moi, j'ai un truc, j'appuie 3 fois, ça devient tout gris. Et quand c'est gris, en fait, tu te rends compte que tu cliques beaucoup moins. Déjà, t'as pas de notif. Moi, j'ai pas de notif, tout devient gris. Donc, en fait, quand c'est gris, tu vas cliquer beaucoup moins sur Insta, tu cliques beaucoup moins. Mais t'as raison, l'idéal, là, ce que tu viens de décrire, donc c'est un autre outil pour les gens qui ont le clic impulsif. Oui, et aussi l'outil sur iPhone notamment qui vous dit le screen time. Moi, j'utilise ça. Moi, pareil, moi, tous les matins, j'ai mon rapport. Hein. Je sais combien de temps j'ai passé, moi, je le fais, mais même Insta te le donne maintenant. Oui. Donc, mais le fond, oui, après, il peut t'envoyer une alerte, tu vois, puis il dit tu as atteint ton temps, etc. En ce moment, c'est ce que je fais. Mais surtout, moi, je m'étais donné un petit défi à partir du moment où je me suis dit, OK, c'est sérieux, la création de contenu, etc. Je me suis dit que c'est pas possible que le temps de consommation de contenu soit plus élevé que celui de création. C'est une très belle barre. Donc, du coup, je calculais, nos heures passées, etc. Et je disais, ça doit être plus... Et donc, chaque année, j'essaie d'ajuster. Et je me dis... très bel outil, ça. Finalement, tu n'as pas besoin pour avoir une bonne présence sur les réseaux, impacter, etc. Tu n'as pas besoin de consommer autant. Complètement. Et d'action. Et là, Paola, je pense que c'est l'une des celles qui t'a toujours alimenté beaucoup en contenu. Même sur Twitter, tu postais. À une époque, je me disais, mais est-ce qu'elle réfléchit même quand elle poste tellement c'est naturel? Non, c'est en direct. Non, c'est en direct. Cora Ward. Bam. Mais déjà, à l'époque de fascisme, OK, ça, c'est une robe Dior. Ça, c'est une robe... Ça, c'est le truc. Ah, les chaussures, c'est... mais à quel moment... Non, mais du coup, elle avait du buffer. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est si vous voulez vous donner un bon benchmark, ce que tu viens de donner est excellent. Pour moi, demandez-vous si vous deviez mesurer le temps que tu passes en screen time, tu vas passer le même temps en action. Pas forcément création. Oui, c'est C'est-à-dire, si jamais tu as dit, j'ai besoin de me former, j'aime les réseaux sociaux, combien de temps tu passes après en action? Tu dis, moi, un truc que je disais pareil, je regardais beaucoup de contenu à un moment de sport, parce que j'adore les calisthenics. Oui, mais après, à un moment, je me suis dit, mais attends, moi, je fais que regarder à faire des gens qui font des muscle-up incroyables. À quel moment je fais mes tractions? Donc là, j'ai dit non, je ferai pas plus d'heures à regarder les foutaises des gens que ce que moi-même je fais. Parce que vous savez, il y a aussi un truc, c'est les chaînes info là, qui en continu qui ont apporté ça. C'est qu'il y a aussi du contenu que tu crois pertinent, intéressant, sérieux. Voilà. Mais en fait, si tu analyses bien, c'est du divertissement. Exactement. C'est du divertissement. Tu vois, par exemple, moi, je pense que toi, on aime bien, par exemple, les débats. Oui, bien sûr. Tu regardes des débats, parfois, tu t'es pas du tout dans le secteur dont ils parlent, les idées de... Mais c'est juste
comment ils se répondent. Le format. Tu regardes un match de catch, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est surtout ça. C'est le débat spectacle. Tu passes à autre chose et tu t'en souviens plus. C'est pour ça que on revient à l'autorégulation. Je pense que vraiment cette question-là de la société d'abondance dans laquelle on est, c'est que là, la qualité que ça nous demande, ou du moins la capacité que ça nous demande maintenant, c'est la capacité de régulation, d'autorégulation, à la fois sur nos émotions, sur comment on réagit, sur ce qu'on consomme. Et je pense que c'est là où c'est très dur parce qu'on est tellement sollicité de part et d'autre et justement toutes ces applications travaillent à nous rendre addicts. Leur but c'est de nous rendre addicts. Et c'est nous rendre addicts. Donc maintenant en fait il faut vraiment reprendre la main là-dessus de la même manière que et pour finir répondre à la question de Kaï sur ce que j'ai fait justement pour être beaucoup moins stressé, quasiment pas stressé aujourd'hui, c'était aussi de revoir mon entourage. Alors, merci d'écouter ce podcast qui, j'espère, vous sera utile, qui est surtout, en plus d'être divertissant, vous sera quelque chose qui vous permettra d'apprendre. Et je sais que le mot apprendre est un peu galvaudé. C'est pas juste qu'on veut vous transmettre des informations. On espère qu'on va vous donner envie d'agir pour changer, pour être meilleur. Et il y a deux façons pour lesquelles dont vous pouvez agir pour ce podcast. La première, évidemment, c'est de vous abonner. Hein. C'est gratuit, ça coûte rien. Il y a une façon qui est payante, mais qui vous servira plus qu'elle nous servira. Et c'est de rejoindre la tribu SOA. Beaucoup de gens pensent que la tribu SOA, c'est juste un groupe Telegram, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Un point sur lequel je voudrais revenir, c'est que si vous regardez bien, en fait, ce qui, j'espère, vous apporte de la valeur, c'est que nous, on partage notre expérience. Et surtout, ce que je pense que certains d'entre vous aimeraient quand ils nous écoutent, c'est partager la vôtre. Et en fait, la tribu, c'est ça. C'est plus un simple groupe Telegram. On a évolué vers une nouvelle plateforme encore plus dynamique. Certains disent quasiment que c'est un réseau social dédié aux gens qui écoutent le podcast SOA. Et dans ce réseau social, en fait, on échange, on apprend et donc on agit ensemble. Et si vous avez envie de co-construire le podcast, si vous avez envie d'améliorer votre plan, votre carrière ou de votre entreprise, ces trois choses supposent une action dès aujourd'hui et pas demain et pas dans 6 mois. C'est rejoignez la tribu SOA. Pour l'instant, ça ne coûte que 100 000 l'année. Donc, vous payez une fois et c'est terminé. Et comme on a une nouvelle plateforme et comme vous le savez, une nouvelle année amènera sûrement de nouveaux tarifs. Donc, dépêchez-vous. J'espère vous rejoindre très vite dans la tribu SOA. Ça rejoint l'autorégulation, revoir son entourage. Et donc, ça aussi, c'est pas évident parce que du coup, il faut que tu regardes les gens avec une certaine objectivité, même si tu les aimes. Il y a un épisode là. Non, tu le sens, non? Non. Tu sens. Moi, je te dis l'entourage, l'amitié, etc. Philippe avait les mêmes points que toi. Il faut. Vous étiez tous les deux en train de dire, Philippe avait dit que lui, il suit personne, mais il dit que il faut regarder qui tu follow. Oui. Et regardez, il m'avait même dit à l'époque, je sais pas si il a dit ça devant la caméra, mais il nous avait dit à l'époque, tu sais regarder quelle émotion t'inspire telle personne. Telle personne, effectivement. Et si tu vois que cette personne-là, chaque fois que tu la suis, elle suscite quelque chose chez toi de négatif, unfollow. Et moi, je le dis même à mes abonnés, même pour moi, si je vous énerve. Voilà, mais j'en ai eu qui m'ont dit, effectivement, ce sont des abonnés, mais elles sont revenues. Parce qu'à un moment donné, je les mettais mal à l'aise sur certains sujets. Exact. Tu vois, parce que je les bousculais un peu tôt, mais elles sont revenues après. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème, je pense que tu as fait la bonne chose. You need to be self-aware enough to love yourself enough. Et si tu t'aimes suffisamment, tu sais qu'à un moment donné, tu t'exposes. Je veux dire, tu vas pas rester aux abords d'une décharge à longueur de journée, alors que tu as la capacité d'aller respirer un air un peu plus pur ailleurs. Personne t'oblige à rester là. Et donc, donc, pour les amis aussi, ça demande un effort. Ça demande un effort de voir, quand tu es avec cette personne-là, de quoi vous parlez. Déjà. Tu vois, moi, je suis tellement contente parce que je regarde vraiment mon cercle proche, on ne parle vraiment. En fait, quand je pense à nos conversations, parce que du coup, moi, j'ai une espèce de mémoire où je sais pas si ça arrive à d'autres personnes, il va y avoir des bouts de conversation que je vais garder là, en fait. Et ça va parfois me revenir de manière très random, tu vois. Et la plupart du temps, avec mes amis, on parle vraiment de choses de la vie, de business, de nos sentiments, de ce qu'on traverse, de nos parents, parce que, comme je dis, on commence à être à des âges où on devient les parents de nos parents. Donc maintenant, on est un peu plus dans le alors ton père a encore dit quoi, ta mère a encore fait quoi. On est un peu dans ce truc et on rigole. Et on parle du coup très peu des gens. Exactement. On parle de nous, mais on parle très peu des gens. Et je me dis, là, je suis contente, ça prouve que j'ai quand même fait le ménage. Parce qu'il y a une époque où il y avait quand même beaucoup de gens autour de moi où je me rendais compte que finalement, une bonne partie des conversations, c'était bon, tel a fait ça, machin. On va pas dire qu'on n'aime pas le Songui, tout le monde aime. Mais je veux dire, quand ça ne doit pas occuper l'essentiel de vos discussions. C'était, si tu regardes la base de votre amitié à l'époque,
C'était ça. Mais le pire, c'est que non, justement. C'est que c'était pas nécessairement ça. C'est qu'en fait, on a commencé à arriver à des comment dire, je pense que je vais porter ma part de responsabilité. Je pense que je minimisais l'impact de ces petites conversations-là, parce qu'à ce moment-là, ça ne me gênait pas particulièrement. C'est-à-dire qu'on parlait de beaucoup de choses, dont telle personne a fait ça. Mais bon, moi, je passais à autre chose et je considérais que bon, la personne est juste un peu, comment dire ça, un peu, elle aime le béret, ça arrive, tu vois. Mais en fait, je pense que c'est peut-être moi qui évolue à un niveau maintenant où ça m'insupporte très rapidement. Et comment ça se passe? On fait une rupture? Non, je pense qu'il n'y a pas de... On va arrêter notre amitié. On va arrêter notre amitié. Non, je pense justement que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. D'abord, la vie va déjà un peu vous éloigner, tout simplement. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense aussi, à un moment donné, on est des adultes, on se comprend. Tu sens aussi un tout petit peu quand quelqu'un est en train de mettre un peu de distance. Tu vois, la personne est un peu moins disponible. Et puis, le truc qu'il faut quand même pas négliger de ce que dit Paola, je sais pas si c'est... Je crois que c'est Eleanor Roosevelt qui avait dit ça, que les petites personnes parlent des gens, les moyennes personnes parlent des événements et les grandes personnes parlent des idées. Des idées, exactement. Et ce truc-là, ce que moi j'ai remarqué, pour être un fan des bérets, et j'assumerai jusqu'à ma mort, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je vis pour le Congo-Ça. Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas d'accord, c'est votre problème. Ma conviction, parce que comme on explique dans le livre de Sapiens, c'est grâce aux bérets que l'être humain a commencé à parler. C'est là où les concepts sont nés. Nos sociétés ont été construites sur les bérets. Le point principal pour moi, c'est que de tout béret, comme on dit en concept business, tu peux commencer à parler de grands concepts. Oui, mais en fait, après, il faut avoir la capacité justement de passer au béret, au grand concept. Les gens s'arrêtent au béret tout court. Non, mais c'est ça. Il faut nuancer, comme là, il fait ses envolées lyriques. Ses envolées. Moulay ne se lève pas. Il va pas chercher. Voilà. Il est heureux quand... ça vient le trouver. Non, mais ça, tout le monde est d'accord. Non, mais moi, la première. Parce que là, il a l'impression qu'il est dans le coup. Il n'est pas à côté de la plaque. Non, mais tu sais très bien que c'est pas de ça qu'on parle. On parle des gens qui, c'est-à-dire qui vivent, qui entretiennent. Parce que les gens qui nous écoutent, Kaï, sont aussi des gens des bérets. Oui, tu veux qu'ils en fassent quelque chose. Et l'une des solutions pour moi, ça a été effectivement ce que décrit Kaï, j'ai oublié d'expliquer. Un livre qui m'a changé la vie, moi, là-dessus, c'est Le hasard sauvage de Nassim Nicolas Taleb, qui est très, très fort sur tout ce qui est gestion de l'information. Et il disait que l'une des clés pour lui d'avoir de l'information de qualité, c'est de ne pas la chercher. Donc, c'est pour ça qu'il dit que lui ne suit pas l'actualité. 2, il faut que tu choisisses des gens autour de toi qui vont être tes sources. Qui filtrent, qui sont tes sources. Oui. Et que ces gens-là, tu les remercies pour cette information en leur accordant un temps disproportionné par rapport aux autres. En disant, ceux qui t'amènent une information qui t'a été utile pour agir, tu dois passer plus de temps avec ces gens-là. C'est donc ce que je suis en train de dire. Quand tu fais le tri, c'est des gens... J'ai pas dit qu'on parle pas de... Je dis juste qu'en fait, comment dire, ce n'est pas le centre du sujet. Non seulement ce n'est pas le centre, mais en plus de ça, déjà les 3/4 de temps, ces gens eux-mêmes on leur a apporté, eux-mêmes ne vont pas chercher. C'est juste que est-ce que tu es au courant d'eux? Non, j'étais pas au courant. On passe à autre chose. C'est ça. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est par contre, c'est qu'ils, du coup, ce sont des gens qui, sur d'autres sujets, sont vraiment capables d'avoir de la hauteur ou de moi me faire prendre de la hauteur peut-être que je n'aurais pas. Et justement, ce que je dis, c'est que malheureusement, les gens qui ne sont que sur du gossip n'ont pas tous cette capacité-là à t'aider à t'élever. Donc, en gros, vous restez à un certain niveau, certes, c'est divertissant, mais en vrai, vous vous tirez pas vers le haut. Parfois pire. Vous savez, on a tous eu en classe, tu vois, 2 personnes, ils sont là, ils rigolent, machin, ils font les pitres. Puis l'autre, 19 sur 20, l'autre, 8 sur 20. Exactement. Pendant que toi, tu es là en train de rigoler. Exactement. Lui, c'est ça. Tu sais ce qu'il fait. Oui, et ça veut dire, toi qui vas avoir 0, tu vas commencer à être très gris pour rien. Exactement. Tu vois, et c'est pour ça que je pense que... pour conclure, je veux vraiment que les gens retiennent qu'il faut être intentionnel. Le truc de l'amitié, ça se fait naturellement. Il faut pas forcer l'amitié. Non, passer un certain âge. C'est faux. C'est-à-dire, tu dois dire, je veux être ami avec cette personne. Voilà, merci bien. Et je vais forcer. Tu vois, je t'appuie 1000%. Et pardon, je place aussi, parce que je prêche pour ma paroisse, parce que j'ai beaucoup de sistas, là. Même l'amour, c'est la même chose. Hop là, pour les gars. Non, we need to say it. Passer un certain âge, il faut être hyper intentionnel aussi sur le partenaire. Quand vous êtes dans des âges un peu plus jeune, ça te tombe dessus, vous êtes allé à un concert, tu l'as croisé, vous êtes allé en boîte, vous avez zouké, machin. Ok, fine. Je sais même pas si les gens zoukent encore de nos jours. Mais en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, là, passer un certain âge, il faut être extrêmement intentionnel. Et je le dis d'autant plus que je pense que c'est même rassurant pour la personne que tu approches. Oui, que la personne voit que tu es intentionnel. Oui, parce qu'en fait, l'intention amène la consistance et la constance. Exactement. Et surtout, c'est proportionnel à l'exigence. Oui.
plus tu es exigeant, quelqu'un qui dit je veux pas traîner avec n'importe qui doit faire plus d'efforts que les gens qui attendent que ça leur tombe tout de suite dans le nez. Et normalement, la personne qui est intentionnelle ne va pas mal le prendre. C'est-à-dire ne va pas avoir le discours de ouais, les gens ont trop de standards, tout ça. Quelqu'un qui est intentionnel va comprendre quelqu'un qui a des standards. Exactement. Et ça se ressent tout de suite. Exactement. Mais du coup, juste avant qu'on conclue sur santé mentale, on n'a pas un sujet quand même qu'il fallait que je te demande, c'est à ton avis, Paola, de ton expérience, qui a la santé mentale la plus fragile entre un entrepreneur et un salarié? Alors, non, mais alors il faut qu'on précise la question. Quand on dit santé mentale, est-ce que c'est santé mentale fragile ou santé mentale la plus exposée? Parce que pour moi, c'est pas pareil. Qui a le plus de stress? Qui a le plus de stress? De ton expérience, c'était plus stressant en tant que salarié ou en tant que alors si je prends mon cas parce que j'ai fait les deux. Voilà, t'as quand même fait les deux. Ouais, mais après, elle a fait DG aussi. Donc, j'ai fait employé, j'ai fait manager, j'ai fait DG. Quand elle a quitté Factisback, elle a fait employé. Oui. Après, elle a fait DG. C'est trois games différents. Ce que je te dirais en comparaison, si je devais hiérarchiser, je mettrais en premier quand même entrepreneur. Et je vais dire pourquoi. Parce que quand tu es dirigeant, effectivement, tu peux avoir une espèce de pression qui est quasi similaire à celle de l'entrepreneur, mais soyons quand même très clairs. Si la boîte tombe demain, le pire qui puisse t'arriver, c'est quoi? On te vire. That's the worst that can happen to you. On te vire. Ta boîte, même si elle est enterrée, même si elle est fermée, le poids que tu vas porter, les dettes qu'il va falloir que tu continues à rembourser, la réputation. Il y a trop de choses. En fait, ce que je veux dire, c'est que ta rupture avec ton employeur, aussi pénible qu'elle soit, à un moment donné, elle peut être définitive assez rapidement. C'est-à-dire que tu peux te décider à passer à autre chose. Tu peux même impulser la chose. Ta boîte, c'est une partie de toi, qu'on le veuille ou pas. Donc, je pense qu'il y a... je ne suis pas en train de parler de l'intensité de la douleur. Elle est la même, je pense. Entreprise ou pas, elle est la même. Par contre, ce que je veux dire, c'est la manière dont on rebondit. Je pense qu'on rebondit un peu plus facilement en tant qu'employé qu'en tant qu'entrepreneur. Parce que le poids que tu traînes, pour moi, n'est pas vraiment de la même, du même acabit. C'est ce que je dirais. Parce que l'attachement est plus fort. L'attachement est beaucoup plus fort. Même pour quelqu'un, je suis désolée, quelqu'un qui a passé 30 ans dans une boîte, à la fin, it's still not your company. Peu importe ce qu'on dit. Ce n'est pas ta boîte. Tu y as donné toutes tes tripes, tu as passé toute ta vie géniale, mais à la fin, ce n'est absolument pas pareil que quelqu'un qui a vraiment monté sa boîte. Mais moi, le problème, c'est que ce que je veux dire quand même, c'est que de mon expérience, ce que tu dis là est vrai si on considère que les salariés réussissent à garder leur identité séparée de leur société. Moi, les salariés que j'ai vu faire des burn-out, beaucoup, c'était parce que leur identité était devenue leur métier. Mais c'est devenu ses métiers, c'est pas la boîte. Oui, mais le problème, la boîte même, parce que quelque part, surtout par exemple, moi, quand j'étais chez Price, c'était beaucoup les gens qui, en fait, c'était devenu, en fait, leur priorité absolue dans la vie. Mais Price crée ça. Oui, d'accord. Je n'ai pas dit que c'était pas intentionnel, mais ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, mais je pense que pour un outil qu'on peut donner même aux salariés, c'est de mettre de la distance entre leur identité. En fait, votre job n'est pas votre personnalité. Exactement. Ça, je suis d'accord. Et votre vie ne doit pas reposer entièrement sur votre travail. Ça va plus loin. En fait, c'est pour tout le monde. Que tu sois entrepreneur, exactement, ça s'applique à tout le monde. C'est juste que du coup, c'est beaucoup plus compliqué quand c'est ta boîte d'avoir le work-life balance que quand tu es entrepreneur. Mais moi, je pense que en entreprise. Même quand tu n'as pas la balance, tu peux séparer l'identité. Tu peux réussir à te dire, je vais tout donner dans ce truc, mais savoir que si ça échoue, ce n'est pas moi qui ai échoué. Là, c'est difficile. C'est dur. J'ai fait ces exercices, mais c'est difficile. Non, c'est difficile, mais de mon expérience, c'est ce qui m'a le plus aidé. Encore une fois, avec les limites que tu te mets dès le début, je reviens sur le même truc de tout à l'heure, mais en fait, si dès le début tu te dis... Bon, maintenant on est en capacité de donner ces conseils-là aux gens, mais nous quand on démarrait, personne nous a dit ça. Personne nous a dit ça. C'est le but du podcast. Non mais, moi je dis ça aux gens parce que quand on me pose la question comment j'ai tenu 10 ans quand tout le monde est mort dans notre domaine, c'était ça. C'est que moi, chaque année, exactement, le truc qui m'a fait déclic, c'est quand j'ai entendu une interview du CEO de Shopify. Quand lui, il a dit, le fondateur de Shopify a dit, il ne veut plus être CEO. Il a dit, quelqu'un d'autre n'a qu'à être CEO. Il a pris un de leurs employés, il a dit, toi, tu vas être CEO. Lui, il s'est mis en dessous. Je sais pas si tu as déjà vu ça. C'est que le gars a dit... Non, mais tu vois ce niveau-là. Oui. Et il expliquait qu'en fait, chez Shopify, chez tous les dirigeants de Shopify, tous les 3 ans, ils doivent re-signer une letter of mission en disant je veux refaire ça pendant 3 ans. Donc, ça veut dire qu'au bout de 3 ans, on te pose la question au moins. Et ce qu'il a dit, c'est que la friction aide. C'est-à-dire qu'il faut que ce process soit suffisamment pénible pour que tu sois obligé d'en parler à ta famille. Par exemple, à un moment, ils avaient même dit aux dirigeants il y avait un dîner inclus avec la famille de la personne pour traiter ce sujet.
Waouh. En fait, ça va loin. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'un dirigeant, le problème, surtout dans les dirigeants de start-up comme Shopify, c'est qu'en fait, des fois, les gens ne se posent même plus la question. Tu es tellement dans la course. C'est ça. Qu'en fait, tu ne t'y penses même plus. Donc, eux, ils ont built-in le process pour que tous les 3 ans, tu sois obligé. Tu es obligé de t'asseoir. Ouais. Tu veux re-signer là, ok, tu vas re-signer pour ce poste, mais tu dois faire ci, ça pour confirmer que tu veux re-signer. Tu dois redire tes objectifs. Exactement. Tu dois dire, non, j'ai échoué là-dessus. Et il y a un truc qu'ils ont dit qui est très vrai, que je voulais quand même partager aux gens comme outil aussi que tu as dit, c'est la colère. Toi, tu as beaucoup mis la colère en avant. Un truc que j'ai beaucoup aimé, qui vient des alcooliques anonymes, c'est quelles sont les 4 choses qui peuvent conduire au stress. Et donc à la dépression et donc à l'addiction. Ils ont un truc qu'ils appellent HALT. Donc c'est hungry, lonely or tired. Donc ça veut dire qu'il faut chercher à éviter les choses qui te donnent faim, les choses qui te mettent en colère, les choses qui te font te sentir seul et les choses qui te fatiguent. En fait, c'est les 4 états qui t'amènent à faire des choses qui te rendent addict. Et c'est pour ça que le self-awareness, il faut que tu sois conscient. Il faut que tu puisses sentir ça. C'est ça le problème. Et c'est ça qui est dur. Mais du coup, ces 4 trucs, moi, je trouve ça intéressant, c'est que beaucoup de gens, en fait, les gens rarement maintenant se mettent dans des trucs qui leur donnent faim. Mais en Afrique, certains, malheureusement, n'ont pas ce choix. N'ont pas le choix. La colère, je trouve que les gens l'ont un peu trop intégré maintenant. En disant, c'est normal d'être en colère contre son boss. C'est clair. La loneliness, et je trouve que c'est ça qui est le plus dur, c'est que c'est un truc dont personne ne parle. Personne ne mesure, est-ce que je me sens seul? Mais ça, on en a pas parlé justement. C'est un truc dont j'ai parlé, mais on n'a pas parlé du concept de la solitude de l'entrepreneur parce que c'est un truc que les gens, quand ils n'ont pas été entrepreneurs, ils ne comprennent pas. C'est très difficile parce qu'ils nous voient toujours avec des gens. Et ils se disent, mais t'es pas seul. Il est pas seul. Mais en fait, c'est dans la tête. T'es seul. Il y a des choses que il y a personne à qui parler de ces sujets-là, tu vois. Il y a des solutions, c'est toi qui dois les trouver. Exactement. Et ça, c'est très lourd. Et donc, là, ce qu'il disait, c'est que pour la société d'entrepreneur, comme tout le reste, c'est le support système. Vas-y, pour l'entourage, le support système, mais tu as aussi le fait que, par exemple, un truc sur les réseaux sociaux que tu disais, c'est qu'il faut éviter les comptes ou les actifs sur les réseaux sociaux qui te font te sentir seul. Triggers. Ou par exemple, c'est pour ça... Il faut connaître vos triggers, les gens. Moi, je sais que par exemple, Lonely et Tired, les 2 trucs qui me faisaient sentir comme ça, et j'en ai parlé déjà avant, l'un des plus grands stresseurs de ma vie d'entrepreneur, moi, c'était les voyages. En fait, quand tu voyages, c'est là où vraiment je suis un peu fatigué, moi. Là où le plus souvent, je me sens seul. Et quand tu voyages? Ouais. Parce qu'en fait, quand tu voyages, ce qui se passe, c'est que j'ai plus mes routines. Or, moi, c'est mes routines qui font que je suis connecté aux gens. Ça fait ça. Mais oui, je peux plus faire mon sport. Je peux plus aller à la piscine voir les gens. Mais alors, attends, ça veut dire quand tu voyages pour le boulot. Ouais, boulot. Pour le boulot, c'est pas pour les vacances. Les vacances, oui, c'est cool, mais je le fais pas beaucoup, c'est pour le boulot. Et après, hungry, c'est souvent pendant les voyages qu'en fait, des fois, je me trouve, j'ai la dalle. Parce que je sais pas où je suis, je me suis retrouvé à taffer comme un fou, à faire des rendez-vous jusqu'à 19h au fin fond de l'autre bout du Nigeria, à Ibadan. Où est-ce que je vais manger? Je suis à Ibadan, je connais personne. Il est 22h, j'ai faim. Et je suis aigri. Donc en fait, mon stress est grand. Et le lendemain, du coup, je vais surmanger. Je vais surcompenser. Donc voilà, ça c'est un outil que je peux donner aux gens s'ils peuvent guetter ça. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses. C'est le peuple. Ouais, moi, je conclurai dessus, toujours sur des outils, parce que je pense que c'est un sujet très important. La première chose que je dirais, d'abord, merci de m'avoir reçu. La santé mentale, ce que je dirais, c'est que je sais que ça a l'air pour beaucoup de gens d'être un sujet un peu trendy, comme ça, mais vraiment, au-delà de ça, ne pensez pas que c'est encore, tiens, on va encore nous bassiner sur la psychologie, machin. C'est que ça a un véritable impact physiologique. Ça a un impact aussi sur vos relations avec les autres, sur votre relation à vous-même. Donc, vraiment, ne négligez pas ça. Prenez le temps qui vous paraît nécessaire, mais faites de l'introspection. Je le dis parce que souvent, j'ai des gens qui m'écrivent en me disant « mais j'aimerais, mais je ne sais même pas par où commencer ». Donc, on ne va pas refaire le podcast ici, mais je dirais juste l'introspection. Prenez le temps de le faire, même une fois par mois. Juste posez-vous de vous à vous-même. Comment vous vous sentez Est-ce qu'il y a des crises que vous avez mal gérées? Est-ce qu'il y a des moments que vous avez occultés parce qu'il fallait avancer, etc., etc. Et finalement, c'est en train de revenir petit à petit comme ça par la fenêtre. Il faut vraiment faire attention à ça parce que n'oubliez pas qu'on vit une époque où on est tellement sollicité à longueur de journée. Si vous ne prenez pas la décision à un moment donné de faire pause
et de vous imposer un moment de réflexion sur vous-même, vous ne l'aurez jamais. N'attendez pas en fait d'avoir le temps, vous ne l'aurez jamais. Ouais, donc du coup, tu dirais que le mot pour toi de notre discussion, c'est introspection. Pour moi, tout part de là. Je dis introspection, comme j'ai répété self-awareness plusieurs fois. Hein. C'est ça dans les parce commentaires. que quand tu finis par te connaître, tu connais tes triggers, donc tu sais après à un moment donné à quoi il ne faut pas que tu t'exposes. C'est comme quelqu'un qui irait dans un resto et qui sait en fait à quoi il est allergique. Oui. Ça te permet de faire des choix c'est vrai que c'est un très bon choix très rapidement. Ouais. Tu t'exposes pas à tout et n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Volontairement du moins. Donc, mais je pense que ça part vraiment de ce truc de savoir, ok, je pense qu'à nos âges et l'âge des gens qui nous regardent, vous savez un peu déjà à cet âge-ci ce qui vous met en colère, ce que vous n'aimez pas. Ou il faut faire un bilan et tu vas voir un psy pour t'aider à faire le bilan. Ou tu vas voir un psy. Mais moi, je veux même à la limite des gens parce que tu sais, il y a des gens qui ont des limites avec le psy. Moi, par exemple, il y a un truc auquel moi, j'ai jamais pensé, mais quelqu'un qui m'a dit, non, mais j'ose pas encore aller voir le psy parce que je suis dans une petite ville, j'ai peur du qu'on dira-t-on. J'ai dit, bon, c'est un psy quand même, ton psy va pas les raconter. Ouais, non, il faut que... c'est un autre épisode. Voilà, donc, bref, tout ça pour dire... Abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est ça qu'il faut leur dire. Faites de l'introspection. Et si vous ne voulez pas aller voir un psy, d'ailleurs, vous pouvez voir des psys en ligne, il y a des services pour ça. Mais vraiment, prenez le temps de vous connaître. Et sinon, rendez-vous sur Open. Et rendez-vous sinon sur mon émission. Donc et Open, dites en qui commentaire sera sur si Paula doit revenir pour parler de... l'épisode amitié. Je vois que ça a mobilisé. Et multipotentiel. Multipotentiel. Ouais, une fois par trimestre, voilà, mettez. Elle doit pointer. Ils diront peut-être pas ça, mais je reviendrai avec plaisir. Mais voilà, en attendant, n'hésitez pas à regarder l'émission Open. Ce sera sur YouTube, sur la chaîne Muntu. Et merci encore de m'avoir invité. Merci, de rien. Merci. À très vite. Ciao.